Le troisième sous-sol. Les présidents des compagnies de chemin de fer de New York Central, New York, New Haven et Hartford jureront sur une pile d'indicateurs qu'il n'y a que 2 sous-sols. Mais moi je dis qu'il y en a 3, parce que j'ai été sur le 3e, à la grande gare centrale. Oui, j'ai fait la démarche qui s'imposait, j'en ai parlé à un psychiatre de mes amis, un parmi tant d'autres. Je lui ai parlé du 3e sous-sol à la grande gare centrale. Et il m'a dit qu'il s'agissait d'un rêve éveillé exaucant un désir refoulé. Il a dit que j'étais malheureux. Ça a rendu ma femme folle de rage. Mais il a expliqué qu'il entendait par là que le monde moderne est plein d'insécurité, de terreur, de guerre, de soucis et tout le reste, et que je voulais seulement y échapper. Mais sacrebleu, qui donc ne le veut pas? Tous ceux que je connais désirent s'évader, mais ils n'en errent pas pour autant sur un 3e sous-sol à la grande gare centrale. Mais là était bien la raison. Il le maintenait, et tous mes amis abondaient dans son sens. Tout le prouve, déclarait-il. Ma collection de timbres, par exemple, c'est bien un refuge temporaire devant la réalité. Eh bien, c'est peut-être vrai. Mais mon grand-père, lui, n'avait besoin d'aucun refuge contre la réalité. Les choses étaient joliment agréables et paisibles de son temps. D'après tout ce que j'ai entendu dire, et c'est lui qui a commencé ma collection. C'est d'ailleurs une belle collection, comprenant des timbres de toutes les émissions des États-Unis, ou peu s'en faut, des exemplaires de premier jour, et ainsi de suite. Le président Roosevelt aussi faisait collection de timbres, vous savez. Quoi qu'il en soit, voici ce qui est arrivé à la grande gare centrale. Un soir de l'été dernier, j'avais travaillé tard au bureau. J'avais hâte de rentrer à mon appartement au haut de la ville et aussi décidai-je de prendre le métro à la grande gare centrale parce qu'il va plus vite que le bus. Eh bien, je me demande pourquoi il fallait que ça m'arrive, à moi. Je ne suis qu'un type tout à fait ordinaire, nommé Charlie. J'ai 31 ans, et je portais une gabardine beige et un chapeau de paille avec un ruban fantaisie. Je dépassais une douzaine d'hommes qui avaient exactement la même allure que moi, et je n'essayais pas d'échapper à quoi que ce soit. Je voulais seulement rentrer à la maison et retrouver Louisa, ma femme. Je pénétrai dans la grande gare centrale venant de Vanderbilt Avenue. Je descendis les marches jusqu'au 1er sous-sol, là où vous prenez des trains tels que le XXe siècle. Puis je descendis une autre série de marches jusqu'au 2e sous-sol, d'où partent les trains de banlieue, plongé sous une porte voûtée en direction du métro et me perdis. Cela arrive facilement. Je suis entré et sorti de la grande gare des centaines de fois, mais je me heurte toujours à des portes, à des escaliers, à des corridors. Une fois, j'ai suivi un tunnel d'environ 1 mille de longueur et me suis retrouvé dans le vestibule du Roosevelt Hotel. Une autre fois, je suis arrivé dans un immeuble de bureaux de la 46e rue, 3 pâtés de maisons plus loin. Quelquefois, je pense que la grande gare pousse comme un arbre, étendant au loin de nouveaux corridors et de nouveaux escaliers comme des racines. Il y a probablement un long tunnel qui, ignoré de tous, est en train, juste en ce moment, de se frayer un chemin sous la ville, se dirigeant vers Times Square, et peut-être un autre vers Central Park. Et peut-être, car pour tant de gens depuis tant d'années, la grande gare a vraiment été une sortie, une route vers l'évasion. Peut-être est-ce pour cela que le tunnel où j'ai pénétré... Mais je n'ai jamais parlé de cette idée à mon ami le psychiatre. Le corridor où je me trouvais commençait par tourner à gauche, puis descendait. Et je me disais qu'il y avait une erreur, mais je continuais à marcher. Tout ce que je pouvais entendre était le bruit sourd de mes propres pas. Je ne croisais personne. Puis j'entendis en avant de moi cette sorte de grondement caverneux qui indique qu'un espace ouvert et des gens en train de parler. Le tunnel tourna brusquement à gauche, je descendis une courte suite de marches et aboutis au 3e sous-sol de la grande gare centrale.
Durant un instant, je crus que j'étais de retour au deuxième sous-sol, mais je vis que la salle était plus petite, qu'il y avait moins de guichets et de portillons, et que le bureau des renseignements au centre était en bois et d'aspect vieillot. Et l'homme dans ce bureau portait une visière verte et de longues manchettes de lustrine noire. Les lumières étaient faibles et clignotantes. Alors je vis pourquoi. C'étaient des becs de gaz. Il y avait par terre des crachoirs en cuivre. Et un éclat de lumière me frappa de l'autre côté de la salle. Un homme sortait une montre en or de la poche de sa veste. Il souleva le couvercle, jeta un coup d'œil et fronça les sourcils. Il avait un chapeau sale, un costume noir à 4 boutons avec des revers minuscules et une énorme moustache noire en guidon de bicyclette. Alors je regardai autour de moi et je vis que tout le monde dans la gare était habillé à la mode de 1890. Je n'avais jamais vu de ma vie autant de barbes, de favoris et de moustaches fantaisie. Une femme traversait le portillon. Elle portait une robe avec des manches gigots et ses jupes descendaient jusqu'au bas de ses bottines à boutons. Derrière elle, sur les rails, j'entrevis une locomotive. Une toute petite Courier Ives, avec une cheminée en forme d'entonnoir. Et je compris. Pour être sûr, je me dirigeai vers un petit vendeur de journaux et jetai un coup d'œil à la pile de journaux qui se trouvait à ses pieds. C'était le World. Et le World a cessé de paraître depuis bien des années. L'article de tête parlait du président Cleveland. Depuis, j'ai découvert cette première page dans les archives de la bibliothèque publique. Elle était datée du 11 juin 1894. Je me tournai vers les guichets, sachant que là, au 3e sous-sol de la Grande Gare, je pourrais acheter des billets qui nous permettraient d'aller, Louisa et moi, n'importe où nous désirerions aller dans les États-Unis, en l'année 1894. Et je voulais 2 billets pour Galesburg, Illinois. Y avez-vous jamais été? C'est encore une ville merveilleuse, avec des maisons de style ancien, de vastes pelouses et des arbres énormes, dont les branches s'étendent par-dessus les rues. Et en 1894, les soirées d'été étaient 2 fois plus longues que maintenant, et les gens restaient assis dehors sur leur pelouse, les hommes fumant des cigares et bavardant tranquillement, les femmes agitant des éventails en feuilles de palmier, avec des lucioles qui voltigeaient alentour, dans un monde paisible. Être de retour là-bas et savoir que la Première Guerre mondiale est à 20 ans dans l'avenir, et la deuxième à 40 ans. Je voulais 2 billets pour aller là. L'employé calcula le prix, il jeta un coup d'œil à mon ruban de chapeau fantaisie, mais il calcula le prix, et j'avais assez d'argent pour 2 billets d'aller. Pourtant, lorsque j'eus compté l'argent et que je levai les yeux, l'employé me fixa. Il hocha la tête en direction des billets. « C'est pas de l'argent, monsieur, dit-il. Si vous essayez de m'escroquer, vous n'irez pas très loin. » Il jeta un coup d'œil sur le tiroir-caisse à côté de lui. Naturellement, l'argent était constitué de billets à l'ancienne mode, une demi-fois plus grands que ceux que nous utilisons maintenant, et d'aspect différent. Je tournai les talons et sortis rapidement. Les prisons n'ont jamais rien d'agréable, même en 1894. Et voilà tout. Je suppose que je suis reparti par le même chemin. Le jour suivant, à l'heure du déjeuner, je retirai $300 de mon compte à la banque, presque tout notre avoir, et j'achetai de l'argent d'autrefois. C'est cela qui a vraiment ennuyé mon ami le psychiatre. On peut acheter de l'argent d'autrefois à presque tous les changeurs, mais il y a un prix. Mes $300 en payèrent moins de 200 en vieux billets. Mais je ne m'en souciais pas, les œufs valaient 3 cents la douzaine en 1894. Mais je n'ai jamais retrouvé le corridor qui conduit au 3e sous-sol de la grande gare centrale, bien que j'ai maintes fois essayé.
Louisa fut très ennuyée lorsque je lui racontai tout cela. Elle ne voulut pas que je continue à chercher le troisième sous-sol et, après un temps, j'y renonçai. Je retournai à mes timbres. Mais à présent, nous le cherchons tous les deux, à chaque fin de semaine, car nous avons la preuve que le troisième sous-sol est encore là. Mon ami Sam Weiner a disparu. Personne ne sait tout. Mais je m'en doute presque. Parce que Sam est un enfant des villes, et que j'avais l'habitude de lui parler de Galesburg. J'y étais en classe. Il disait toujours qu'il aimerait connaître l'endroit. Et c'est bien là qu'il est maintenant, en 1894. Je le sais, parce qu'une nuit, en fourrageant dans ma collection de timbres, je découvris... Au fait, savez-vous ce qu'est un exemplaire de premier jour? Lorsqu'un nouveau timbre est émis, les collectionneurs de timbres en achètent quelques-uns et s'en servent pour poster des enveloppes à leur nom le premier jour de la vente. Et le cachet postal témoigne de la date. L'enveloppe est appelée une enveloppe de premier jour. Elles ne sont jamais ouvertes, on y met juste une feuille de papier blanc. Or, cette nuit-là, parmi mes plus vieilles enveloppes de premier jour, j'en trouvais une qui n'aurait pas dû être là. Mais elle y était. Elle y était parce que quelqu'un l'avait expédiée à mon grand-père, à sa demeure de Galesburg. C'était bien ce que disait l'adresse sur l'enveloppe. Elle avait été là depuis le 18 juillet 1894. Le cachet de la poste l'indiquait. Et pourtant, je ne m'en souvenais pas du tout. Le timbre était un timbre à 6 cents, brun foncé, avec un portrait du président Garfield. Naturellement, une fois l'enveloppe parvenue à grand-papa avec le courrier, elle avait dû aller tout droit dans sa collection et y rester, jusqu'à ce que je la sorte et l'ouvre. La feuille à l'intérieur n'était pas vierge. On y lisait. 941 Willard Street, Galesburg, Illinois, 18 juillet 1894. Charlie, je me suis mis à désirer que tu aies raison. Et puis je me suis mis à croire que tu avais raison. Et Charlie, c'est vrai. J'ai découvert le troisième sous-sol. Je suis ici depuis 2 semaines. Et juste en ce moment, en bas de la rue chez les Daly, quelqu'un joue du piano. Et ils sont tous sous leur porche, en train de chanter « Revoir Nelly à la maison ». Et je suis invité à venir boire la limonade. Revenez en arrière, Charlie et Louisa. Cherchez, jusqu'à ce que vous trouviez le troisième sous-sol. Cela en vaut la peine, croyez-moi. Ce billet était signé Sam. Chez le changeur où je me rendis, je découvris que Sam avait acheté pour $800 d'argent d'autrefois. Cela devait lui permettre de monter un gentil commerce de foin, de fourrage et de grains. Il disait toujours que c'était ce qu'il avait envie de faire. Il ne peut certainement pas reprendre son ancien métier. Pas à Galesburg, Illinois, en 1894. Son ancien métier? Eh bien, Sam était mon psychiatre.